Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous sur Procure en parle, un rendez-vous mensuel où nos experts abordent une nouvelle thématique et apportent des réponses à toutes vos questions en direct. Ce soir, le sujet est de démystifier l'HBP ou la prostate volumineuse. Est-ce qu'on peut la prévenir, les facteurs de risque, les symptômes, comment on la traite? Alors, comment poser vos questions? Il suffit de commenter via le bouton QA au bas de votre barre d'outils. La seule chose qu'on vous demande, là, c'est de soumettre des questions qui sont brèves et précises, là, si c'est possible. Et si vous permettez, là, étant donné qu'on a reçu plusieurs questions, puis que c'est définitivement un sujet d'intérêt, je vais tout de suite présenter notre conférencier. Alors, après ses études supérieures de médecine et de maîtrise en sciences biomédicales, le docteur Malek Meskawi a terminé sa résidence en neurologie à l'Université de Montréal. Et par la suite, il a complété une formation sous-spécialisée à la clinique Mayo au Minnesota en tant que boursier de l'Association des urologues du Québec et du département de chirurgie de l'Université de Montréal. Alors actuellement, Dr Meskawi est un consultant au département d'urologie du CIUS du nord de l'île de Montréal et le coordonnateur chirurgical de l'hôpital Fleury. De plus, Dr Meskawi est professeur adjoint de clinique au département de chirurgie de l'Université de Montréal. Alors, tout au long de sa carrière universitaire, Dr Meskawi a publié plus de 45 articles scientifiques évalués par des comités de pairs, puis a présenté plus de 30 présentations dans des congrès nationaux et internationaux. L'intérêt clinique et de recherche du Dr Meskawi porte sur le traitement chirurgical justement de l'HBP, la chirurgie minimalement invasive du cancer de la prostate et le traitement des lithiases rénales. Il est parmi un des 5 urologues au Canada spécialisés en chirurgie d'énucléation de la prostate pour le traitement de l'hyperplasie bénigne des prostates de grosse taille. Alors, merci infiniment, Dr Meskawi, d'avoir accepté notre invitation. Et puis, sans plus tarder, je vous cède la parole et vous pouvez maintenant partager votre écran. Merci beaucoup, Marie-Christine, pour la présentation. Donc, je veux commencer ma présentation. Je vais partager mon écran. Donc, bonsoir. Merci tout le monde d'être présent à cette présentation. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter sur l'hyperplasie bénigne de la prostate. Donc, avant de commencer, je n'ai pas des conflits d'intérêts qui sont associés à cette présentation. J'ai mis une photo un peu de l'appareil urinaire et de la prostate parce que mon seul intérêt, c'est vraiment de soigner et aider les patients qui sont affectés par des troubles de la prostate et des maladies urologiques. Donc, pour commencer, pour parler un peu des symptômes urinaires, il faut bien comprendre le cycle de la miction. Donc, très important, pour uriner, on a besoin de 2 composants. La première composante, c'est la vessie. Donc, on a besoin d'une bonne contraction de la vessie. D'un autre côté, on a besoin d'une résistance qui est diminuée sur le trajet d'urine. Donc, le trajet d'urine, c'est vraiment le trajet qu'on voit de la vessie jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Donc, ça inclut la prostate et l'urètre. Donc, uriner, c'est une balance. Donc, ça nécessite une bonne contraction de la vessie et une résistance sur le trajet qui est vraiment diminuée. Donc, une fois que cette balance est brisée, les patients peuvent commencer à présenter des problèmes, des symptômes urinaires. Parmi les symptômes urinaires, citons la difficulté à uriner. Donc, c'est un jet interrompu, un jet faible, une sensation après la miction que la vessie ne se vide pas complètement. Parmi les autres symptômes, c'est un besoin d'aller fréquemment à la toilette, des urgences d'aller uriner, des brûlures mictionnelles des fois, ce qu'on appelle des incontinences, des fuites urinaires, et enfin l'envie d'aller pendant la nuit à la toilette, qu'on appelle en termes médicaux une nicturie. Donc, ces symptômes urinaires, n'importe quel problème dans l'équilibre entre la contraction de la vessie et la résistance sur le trajet peut causer ces symptômes urinaires. Donc,
Évidemment, la cause la plus fréquente chez les hommes des problèmes mictionnels, c'est vraiment la prostate. Donc, pour bien comprendre la prostate, c'est un organe qui est situé entre la vessie et le sphincter. Donc, on voit comme en haut la vessie, en bas le sphincter, c'est le muscle qui contrôle la continence. Donc, on se demande souvent c'est quoi le rôle de la prostate. Donc, le rôle principal de la prostate, le rôle physiologique, c'est vraiment de sécréter du liquide spermatique. Donc, elle contribue 20% à la sécrétion du liquide spermatique et le rôle principal, c'est vraiment à l'éjaculation. Donc, c'est ça le rôle, c'est elle qui contrôle un peu le mécanisme d'éjaculation. La prostate n'a aucun rôle dans l'érection, n'a aucun rôle dans les continences. Donc, c'est vraiment le seul rôle qu'on connaît pour la prostate, c'est pour l'éjaculation. Donc, la prostate, ce n'est pas un organe très compliqué. Il y a vraiment 3 maladies qui peuvent toucher la prostate. Donc, si on parle des reins, il y a au moins 10 maladies. La prostate, il y a vraiment 3 maladies. La première maladie, c'est qu'on appelle l'hyperplasie bénigne de la prostate. Donc, l'hyperplasie bénigne de la prostate, c'est ce qu'on appelle l'enflement de la prostate lié à l'âge. C'est un processus de vieillissement de la prostate. Donc, c'est parmi c'est le cause le plus fréquente de symptômes urinaires chez les hommes. La deuxième maladie qui peut affecter la prostate, c'est le cancer de la prostate. Donc, le cancer de la prostate, c'est le cancer le plus fréquent chez l'homme. En général, au Québec, on a 12 hommes qui sont diagnostiqués chaque jour par un cancer de la prostate. En général, le cancer de la prostate, c'est une maladie asymptomatique. Donc, un cancer, en général, ne cause pas de symptômes. Le cancer de la prostate, la façon qu'on le diagnostique le plus souvent, c'est sur un test de dépistage de l'APS, la prise du sang. Si le cancer est très, très avancé, ils peuvent des fois causer des symptômes urinaires. Donc, ici, je vais faire une petite nuance qu'un patient peut avoir une hyperplasie bénigne de la prostate et un cancer de la prostate en même temps. Donc, les deux conditions peuvent coexister. Donc, on peut vraiment avoir des symptômes urinaires qui sont liés à l'hyperplasie bénigne de la prostate et en même temps, on peut avoir un cancer de la prostate. La troisième pathologie, c'est la prostatite aiguë. Donc, la prostatite aiguë, c'est une infection de la prostate. Donc, comment on peut distinguer ça? L'infection de la prostate, c'est un changement aigu des symptômes. Donc, des fois, on a des symptômes urinaires qui évoluent au fil du temps, mais ça, c'est en général l'HBP. Mais quand on a un changement aigu, donc d'une journée à une autre, le G commence à changer, on a envie d'aller souvent à la toilette, c'est ça vraiment les symptômes d'une infection de la prostate. Donc, juste pour me compléter, une prostatite aiguë peut être une conséquence d'une hyperplasie bénigne de la prostate maltraitée. Donc, sur notre présentation, on va surtout parler de l'hyperplasie bénigne de la prostate. Donc, comme je viens de mentionner, c'est en fait, c'est très fréquent. Donc, hyperplasie, ça veut dire c'est un diagnostic histologique, c'est-à-dire c'est des cellules de la prostate qui se multiplient. En général, une hyperplasie se trouve chez 70% des hommes plus que 60 ans et 90% des hommes plus que 70 ans ont histologiquement une HBP. Histologiquement, c'est-à-dire si on fait une biopsie de la prostate, on peut trouver une hyperplasie, une multiplication des cellules de la prostate. Donc, de l'autre côté, on voit, ça, c'est les données qui viennent des États-Unis, comme de régie d'assurance médicale qui couvre les patients plus que 65 ans. On voit que c'est la 4e maladie traitée. Donc, c'est environ 27,8% des hommes. Ils vont avoir un traitement pour une prostate augmentée de taille ou pour une hyperplasie bénigne de la prostate. Donc, c'est quelque chose de très fréquent. Les facteurs de risque d'une hyperplasie bénigne de la prostate, donc évidemment, comme on a dit, c'est le processus de vieillissement de la prostate qui est lié à l'âge. Donc, l'âge, c'est le premier facteur de risque. Parmi les autres facteurs de risque, c'est des antécédents familiaux.
Par exemple, un homme qui a un proche qui a souffert de l'hyperplasie bénigne de la prostate, il est plus à risque d'avoir ça. L'origine ethnique peut jouer un rôle. Par exemple, les Asiatiques, ils ont moins fréquemment des symptômes urinaires. Il y a d'autres facteurs qui sont liés comme à obésité abdominale, la sédentarité, qui peuvent augmenter la chance d'avoir une progression de l'hyperplasie bénigne de la prostate. Donc, je répète les mêmes symptômes. Une hyperplasie bénigne de la prostate, ça donne des symptômes urinaires qu'on a mentionnés avant. C'est comme une difficulté à uriner, un jet faible, une sensation de mal vider la vessie, et des urgences mictionnelles. Donc, ça, c'est vraiment les symptômes d'une hyperplasie bénigne de la prostate. Ces symptômes, des fois, peuvent avoir des conséquences sur les patients. Donc, par exemple, le fait d'uriner souvent dans la nuit peut avoir des problèmes du trouble du sommeil. Des fois aussi, avoir des symptômes urinaires, genre des urgences, des fuites urinaires, peut causer des dépressions avec problèmes d'isolement social. Les problèmes mictionnels peuvent ainsi poser des problèmes de dysfonction sexuelle et de problèmes de couple. Donc, si on regarde, je vous montre ici une étude qui a été réalisée en Angleterre qui montre que les patients qui ont des symptômes en noir, en foncé, on voit en fait les symptômes de prostate qui sont très avancés. Donc, les patients qui ont des symptômes qui ont des symptômes de prostate, de l'HBP qui sont très avancés, peuvent avoir des problèmes de couple, peuvent avoir des problèmes de communication, peuvent avoir des problèmes d'intimidité physique et problèmes qu'on appelle de conflit de couple. Donc, c'est ça, c'est très important. En fait, c'est pour cela que si on regarde un peu les publicités pour les médicaments de la prostate ou les procédures chirurgicales de la prostate, comme on voit ici, on voit toujours un homme et une femme qui sont très contents. Et l'idée, c'est vraiment parce qu'on sait que l'hyperplasie bénigne de la prostate peut causer des problèmes de couple. Donc, ça, c'est un autre exemple. Ça, c'est une publicité d'une technique chirurgicale. Donc, si on va faire comme une petite blague, on peut dire qu'en général, une happy wife, happy life, happy prostate, happy wife, c'est ça en général. Donc, parmi les autres conséquences, c'est quand même un fardeau économique pour la société à cause de traitements on a besoin de traiter à peu près 25% des hommes et des traitements qui soient médicaux ou chirurgicaux. Parmi les complications de l'hyperplasie bénigne de la prostate, donc si un patient a des symptômes urinaires qui sont mal traités, ils peuvent évoluer pour avoir un problème d'insuffisance rénale. De l'autre côté, ils peuvent évoluer pour avoir un problème de rétention urinaire, c'est-à-dire on n'est pas capable d'uriner, on a besoin d'un cathéter pour vider la vessie pour être capable d'uriner. Ils peuvent avoir des infections urinaires, entre autres des prostatites à répétition. Ils peuvent avoir du sang dans les urines et des calculs vésicales aussi. C'est des complications de l'hyperplasie bénigne de la prostate. Donc, si on veut faire une petite résumé un peu des symptômes de l'hyperplasie bénigne de la prostate. Donc, hyperplasie, ce n'est pas vraiment un seul symptôme, là, c'est un spectre de symptômes qui peuvent être des symptômes légers, qu'on n'a pas besoin de faire, qu'on n'a rien besoin de faire en fait, des symptômes sévères et des complications liées à ça, les infections urinaires, les calculs. Et les choses ultimes, les complications ultimes, c'est la rétention urinaire et l'insuffisance rénale. Donc, si on parle dans toute cette rubrique, il faut juste mentionner que le traitement, ça dépend des symptômes du patient, ça dépend de leur qualité de vie. Donc, tant qu'on n'a pas un danger sur les reins, tant que le patient est capable d'uriner d'une façon satisfaisante, donc, le problème de l'hyperplasie bénigne de la prostate, c'est un problème de qualité de vie. Donc, et c'est pour cela l'objectif du traitement de l'hyperplasie bénigne de la prostate, premièrement, c'est
améliorer les symptômes urinaires, mais c'est vraiment améliorer la qualité de vie des patients. Donc, si on a des symptômes urinaires, mais on est confortable avec ça, on n'a pas besoin d'être traité. La seule chose qui est comme obligatoire qu'on traite, c'est vraiment qu'ils ont l'insuffisance rénale ou ils sont incapables d'uriner complètement. Donc, deux options de traitement. Il y a le traitement médical, qui est en général des pilules, ils peuvent être des produits naturels. Et de l'autre côté, on a le traitement chirurgical. Donc, heureusement, vu que c'est un problème très fréquent, en fait, c'est une procédure chirurgicale qui est très bien investiguée. C'est pour cela qu'on a vraiment beaucoup de techniques chirurgicales. Chaque technique a ses avantages et ses inconvénients et ses enjeux. Et le choix, ça dépend vraiment de multiples facteurs. Donc, je pense que la question qui se pose, vu que, comme on dit, c'est un problème de vieillissement de la prostate, est-ce qu'on peut la prévenir? Donc, la réponse à cette question-là, c'est non. On ne peut pas prévenir une hyperplasie bénigne de la prostate. Malheureusement, l'hyperplasie va évoluer avec l'âge, alors qu'on peut jouer sur les symptômes urinaires. Donc, on peut jouer sur certains facteurs qui peuvent, par exemple, nous aider à mieux contrôler ou à avoir une meilleure gestion de nos symptômes urinaires. Parmi les facteurs, c'est faire de l'exercice physique. Donc, exercice physique, c'est vraiment très important pour la fonction de tous les organes du corps et surtout l'appareil urinaire. Les exercices du plancher pelvien. Donc, les exercices du plancher pelvien, ce qu'on appelle, c'est l'exercice de Kegel, peuvent être pratiqués chez les femmes comme chez les hommes. Je pense que nous, on le connaît plus chez les femmes après l'accouchement, mais ça s'applique pour les deux. Et l'idée, c'est d'avoir un meilleur contrôle urinaire et un meilleur contrôle sur les symptômes. La réduction de poids, ça aussi, c'est très important parce que ça a démontré qu'une réduction de poids peut améliorer les symptômes urinaires. Diminution des irritants de la vessie, donc évidemment le café, le thé, l'alcool, les aliments épicés, tout ça, c'est des irritants pour la vessie. Donc, si on boit beaucoup de café, on peut avoir plus d'envie d'aller souvent à la toilette le matin ou la nuit. Entraînement de la vessie. Entraînement de la vessie, c'est-à-dire il ne faut pas retenir. Donc, ce qui est très recommandé, c'est qu'on y va souvent à la toilette chaque 3 heures pendant le jour, 2 à 3 heures. L'idée de l'entraîner, la vessie, c'est que si on retient, donc le muscle de la vessie fait comme une hyperdistension. Donc, la vessie, c'est vraiment un ballon qui va être hyper distendu. Donc, quand il est hyper distendu, il perd ses propriétés élastiques, il va de moins en moins contracter d'une façon efficace. Et enfin, éviter la constipation, parce qu'on sait que les symptômes de constipation peuvent jouer sur les symptômes urinaires. Donc, une petite conclusion. Donc, l'HBP, c'est quelque chose de très fréquent. Ça affecte 50% des hommes. Donc, ce n'est pas toutes les hommes qui ont de l'HPP vont développer des symptômes urinaires. Très important de savoir que le but, c'est vraiment d'améliorer la qualité de vie. Donc, le but de notre traitement, d'une intervention, c'est vraiment améliorer la qualité de vie urinaire des patients. Et juste pour mentionner à la fin que tous les hommes avec des symptômes du bas appareil urinaire n'ont pas forcément de l'HBP, que les symptômes urinaires peuvent être liés à des problèmes de vessie, à des problèmes d'urètre. Merci. Donc, on va passer à la période des questions. Oui, alors merci infiniment, docteur Meskawi. Vous ne me voyez pas et c'est très bien ainsi parce qu'on voulait justement que le focus soit sur l'urologue en question. Mais par contre, évidemment, vous entendez ma voix puis je vais poser les questions. J'invite tous les participants à utiliser le bouton QA au bas de votre écran. Puis n'hésitez pas à poser des questions, même si on a fait un survol qui a duré une quinzaine de minutes sur l'HBP. Peut-être que vous avez des symptômes ou vous avez des préoccupations qui n'ont pas été couverts plus à fond durant la présentation.
Alors, je vais tout de suite commencer. On a parlé des symptômes de l'HBP, bon, les problèmes urinaires, etc. À partir du moment qu'on en a, à quelle vitesse est-ce que ça peut s'aggraver? Vous nous avez montré les complications, mais à partir du moment qu'on commence à avoir des symptômes urinaires, à quelle vitesse ça peut s'aggraver? Puis quand est-ce qu'on devrait peut-être justement prendre un rendez-vous avec notre médecin là, pour une consultation? Oui, en fait, comme on vient de mentionner, l'hyperplasie, c'est un problème qui est chronique, qui va évoluer avec le temps. C'est sûr qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent nous montrer, comme plusieurs indices qui peuvent nous indiquer à quel moment peut-être l'évolution va être plus rapide. C'est sûr que l'évolution d'un patient à un autre est différemment, est vraiment très différent. Donc, il y a plusieurs facteurs dont je mentionne la forme de la prostate. C'est comme si une prostate qui augmente, je peux vous montrer des images si vous voulez. En fait, j'ai préparé quelques images pour ça. Donnez-moi une seconde, je vais les partager avec vous. Donc, quand on fait une évaluation, on voit qu'il y a certains prostates, ça c'est une évaluation à l'intérieur de la vessie, qui peuvent pousser dans la vessie, qui peuvent comme augmenter, comme on voit ici, dans la vessie, qui cause une petite bosse. Donc ça, c'est en général les patients qui vont avoir une détérioration rapide de leurs symptômes urinaires. Parmi les autres choses qui peut aussi détériorer, c'est une volume de prostate très augmenté. Donc, pour répondre à la question, c'est vraiment très variable. Ça dépend de chaque patient. Ça dépend de ses facteurs anatomiques liés à la prostate qui peuvent nous indiquer à quelle vitesse les choses, les symptômes vont se détériorer. Euh, Quand est-ce qu'il faut consulter? Donc, en fait, moi, je conseille pour consulter un médecin de famille, je conseille à chaque homme plus que 50 ans, très important, n'importe quel symptôme urinaire, il faut qu'il consulte son médecin de famille pour pratiquer un examen de prostate de base, faire une prise de sang pour ce qu'on appelle l'antigène prostatique. Et l'idée de faire la prise de sang, c'est pour un problème de comme dépistage du cancer de la prostate. Donc, l'âge vraiment idéal qu'il faut commencer, c'est à partir de 50 ans. Et quand est-ce qu'il faut consulter un neurologue? C'est vraiment quand on a commencé un médicament et on voit que nos symptômes ne sont pas capables de s'améliorer ou quand on voit que l'évolution est très lente, l'amélioration des symptômes est très lente. Donc, à ce moment-là, il faut consulter un neurologue. D'accord, très bien, merci. Autre question, si on n'a pas nécessairement de symptômes urinaires, mais on se retrouve avec du sang dans l'urine et dans le sperme, est-ce qu'on doit s'inquiéter puis est-ce qu'on doit consulter? Parfait. Donc, pour ce qu'on appelle l'hématospermie ou le sang dans le sperme, ça, c'est pas une symptôme inquiétante. Oui, il faut consulter. En fait, le sang dans le sperme peut être causé par une hyperplasie bénigne de la prostate, qui est vraiment un problème bénin qu'on n'a pas vraiment besoin d'une intervention à faire, ou ça peut être des fois causé par le cancer de la prostate. Donc, c'est pour cela que à chaque fois qu'on voit du sang dans le sperme, moi, je conseille qu'on prenne un rendez-vous avec médecin de famille et de faire une prise de sang pour la l'APS, de pratiquer l'examen de toucher rectal pour s'assurer qu'il n'y a vraiment pas des symptômes qui peuvent être en faveur d'un cancer de la prostate. Et juste pour vous rassurer, la majorité du temps, c'est un problème très bénin et qui se disparaît, qui se résout d'une façon spontanée. On n'a même pas besoin d'un traitement. Très bien. J'ai quelques questions concernant les aliments, puis justement le café, l'alcool. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus en détail? On va y aller, on va débuter avec les aliments. Les aliments qui sont vraiment à proscrire. Est-ce que vous avez, parce que là, vous avez parlé de mets épicés, mais est-ce qu'il y a d'autres aliments qu'on devrait proscrire quand on a une HBP ou des problèmes de vessie? En fait, oui. Donc, les aliments agissent pas sur la prostate en tant que tel, mais ils peuvent agir sur la vessie, peuvent irriter la vessie, peuvent rendre une vessie, comme on l'appelle, hyper excitée. En général, on dit les 4 C
Donc, tout ce qui est breuvage carbonisé, donc l'eau pétillante peut causer ça. Le café, tout ce qui est, comme on appelle en anglais, citrus ou jus citré, c'est comme le pamplemousse, citron et le vitamine C. Donc, en général, c'est les 4 C qui peuvent causer des symptômes qu'on appelle d'irritation de la vessie. Et parmi les autres, c'est les aliments épicés et d'autres choses qu'on peut dire aussi, le jus de tomate aussi peuvent irriter la vessie. En général, c'est ça la liste des médicaments, des aliments qui peuvent affecter la vessie. Puis au niveau à partir du moment qu'on a des symptômes urinaires ou qu'on sent qu'on a une infection urinaire, est-ce que c'est un mythe ou c'est vrai qu'on peut boire du jus de canneberge puis en d'autres mots, faire en sorte qu'on la passe finalement, cette infection urinaire-là? Oui, en fait, ça dépend des symptômes. Donc, une infection urinaire peut être ce qu'on appelle une infection de vessie, une infection de prostate. Il y a une petite différence. Pour les infections de vessie, ce qu'on appelle les cystites, c'est-à-dire l'envie d'aller souvent, un changement aigu qui amène comme envie d'aller souvent à la toilette, des brûlures mictionnelles. Donc, le jus de canneberge peut aider. C'est sûr que les études qui ont été réalisées sur le jus de canneberge, ça nécessite vraiment des gros volumes de jus de canneberge. Ce n'est pas juste un seul verre de jus de canneberge qui va faire toute la différence. C'est pour cela qu'on peut vous trouver à la pharmacie des concentrés de jus de canneberge. Donc, ça peut aider en fait, pour éviter de faire des infections urinaires à répétition. Ça, c'est ce qu'on appelle des infections de la vessie, des cystites qui peuvent être une conséquence de l'HBP. Et en général, on parle du jus de canneberge. La majorité des études étaient effectuées sur des femmes, pas sur des hommes, mais je pense que c'est applicable pour les deux sexes. Très bien. On a parlé des aliments, les 4C à proscrire. Est-ce qu'il y a certains aliments qu'on devrait définitivement privilégier quand on a des problèmes avec notre prostate? On a parlé du jus de tomate, ça c'est une chose, mais qui pourrait nous aider là, à partir du moment qu'on a des symptômes urinaires. En fait, moi, la première chose qui va nous aider, c'est vraiment boire beaucoup d'eau. C'est sûr, il faut boire beaucoup d'eau, c'est-à-dire, on dit en général, c'est 2 litres. Il ne faut pas boire, c'est les patients qui ont des symptômes d'aller souvent la nuit à la toilette, il ne faut pas boire de l'eau avant de se coucher, mais pendant la journée. Donc, l'idée de boire un bon volume d'eau, c'est vraiment d'avoir un bon débit urinaire pour éviter que les bactéries s'accumulent. Donc, ça, c'est très important. C'est sûr que aussi, le plus qu'on mange une alimentation équilibrée, c'est-à-dire pas beaucoup de protéines animales, beaucoup de légumes, ça aide en général pour la santé de l'homme, de la prostate, de la vessie. Est-ce qu'il y a des études claires? Est-ce qu'il y a des données qui montrent vraiment que si on mange X chaud, X peut améliorer, par exemple, la santé de la prostate? Il n'y a pas vraiment des données, mais c'est comme une recommandation générale. Très bien. Est-ce que, vu qu'on demeure toujours là, dans ce qui pourrait irriter la vessie, ce qui peut irriter la prostate ou aggraver là, un problème là, d'HBP, est-ce qu'il y a des médicaments qui peuvent aggraver les symptômes? Oui, en fait, les patients qui prennent des médicaments qu'on appelle diurétiques, donc ça, c'est les médicaments qu'on prend pour l'hypertension. Donc, des fois, on a des pilules pour l'hypertension, mais qui peuvent être aussi combinées avec diurétiques et un autre médicament. Ça augmente le débit urinaire et ça peut augmenter les symptômes de fréquence mictionnelle. Ça, c'est un des médicaments. Parmi les autres médicaments, c'est les antihistaminiques et les médicaments qu'on appelle à base d'anticholinergiques. Donc, les médicaments qui sont utilisés, par exemple, les antihistaminiques dans les problèmes d'allergie, les médicaments qui sont utilisés
de congestion, dans les problèmes de congestion nasale. Et les anticholinergiques qu'on trouve dans certains types d'antidépresseurs, ces médicaments peuvent diminuer la contraction de la vessie. Donc, une fois que la contraction diminue, on peut briser notre équilibre urinaire et à ce moment-là, on peut avoir plus de symptômes urinaires. Puis à ce moment-là, quand on consulte notre médecin ou qu'on a un diagnostic d'HBP, évidemment, on a cette discussion-là avec notre urologue là, pour s'assurer là, qu'on les remplace ou qu'est-ce qu'on fait avec ces traitements-là? Bien, en fait, quand on a des symptômes urinaires et que les symptômes nous dérangent, nous causent un inconfort, je pense que c'est très important de parler à notre médecin parce qu'on a des alternatives qui ont moins d'effets secondaires du point de vue urinaire. Donc, il faut vraiment parler au médecin qui a prescrit les médicaments parce que des fois, on a des alternatives et les alternatives peuvent nous aider d'avoir moins de symptômes urinaires. Puis, une autre question, à partir du moment qu'on a des symptômes urinaires et qu'on a la présence d'une HBP, est-ce que l'HBP peut faire augmenter le taux d'APS? Oui, donc l'APS, c'est une protéine sécrétée par la prostate, ça s'appelle l'antigène prostatique. Donc, n'importe quel problème lié à la prostate peut l'augmenter. Citons une prostatite, une infection, l'HBP et le cancer de la prostate. Donc, c'est sûr que la cause de plus fréquente d'une augmentation d'HBP, c'est de l'augmentation de l'APS, c'est l'HBP. Mais surtout, quand on a donc, c'est ça la cause la plus importante de l'augmenter. Et surtout quand on a des volumes de prostate qui sont très augmentés. Donc, une prostate qui a une taille très augmentée peuvent avoir un résultat de prise de sang de l'APS qui peut être très augmenté. Mais il faut vraiment, quand on voit les résultats de la prise de sang, de l'APS, il faut vraiment l'interpréter en fonction de plusieurs facteurs. Parmi les facteurs, c'est la taille de la prostate et qui peut nous indiquer, comme nous donner une idée approximative si notre HBP a augmenté lié à l'APS a augmenté lié à l'HBP ou à d'autres facteurs comme le cancer. Est-ce qu'un toucher rectal peut aider dans le dépistage de l'HBP? En fait, le toucher rectal, on peut, plusieurs indices qu'on peut avoir du toucher rectal. Parmi un des indices, c'est de savoir si on a une prostate qui est indurée. Donc, ça indique qu'on a probablement un cancer de la prostate. Le toucher rectal aussi peut nous indiquer que si notre prostate est augmentée de taille, donc le médecin est capable à l'examen physique de savoir si on a une petite prostate, une moyenne prostate ou on a une très grosse prostate. Donc, c'est ça l'idée de faire la toucher rectale, c'est vraiment d'éliminer en premier une induration qui peut être un cancer et de nous aider un peu avec d'identifier ou on va dire, estimer un peu la taille de la prostate. Docteur Meslaoui, est-ce que automatiquement, les tests de dépistage incluent une biopsie? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de patients qui n'aiment pas ça. Non. En fait, la biopsie, ça, c'est la biopsie, c'est un test, pas de dépistage, c'est un test de diagnostic. Oui, OK? effectivement. Donc, c'est pour cela, la biopsie, on le fait quand on n'est pas certain que l'augmentation de la prise de sang de l'APS ou quand le toucher rectal est suspect, on n'est pas certain si c'est une augmentation qui est bénigne, qui est liée à l'HBP, ou c'est une augmentation qui peut cacher un cancer de la prostate sous-jacent. C'est pour cela que c'est à ce moment-là qu'on se procède pour faire une biopsie. Donc, c'est ça l'idée de faire une biopsie. OK, très bien. Il y a un marketing absolument exceptionnel à travers le monde pour les produits de santé naturelle, pour les hommes, pour des prostates en santé, évidemment pour les symptômes urinaires et puis pour améliorer la fonction érectile.
On parle beaucoup du palmier nain, on parle de fleurs d'ortie, de graines de citrouille. C'est vendu sur Internet, c'est vendu en pharmacie. Ça peut venir sous forme de thé, de gouttes, toutes des herbes médicinales. Vous en pensez quoi? Est-ce que ça améliore vraiment les symptômes et est-ce qu'ils sont sûrs à utiliser? En fait, il y a deux produits qui ont été étudiés d'une façon quand même, je dirais, une façon extensive. Il y a plusieurs études. Les deux produits, c'est qu'on appelle le saule palmetto et l'autre, c'est le Pygium africanum. Donc, il faut mentionner que les résultats des deux produits, donc comparé à ne pas prendre un médicament, des fois, il y a des études qui ont montré comme un effet bénéfique. Il y a d'autres études qui ont montré que c'est équivalent à ne rien prendre ou ce qu'on appelle un placebo. C'est moins efficace certainement que prendre des médicaments qui sont approuvés, qu'on appelle les alpha-bloqueurs pour la prostate. Donc, nous, en tant qu'urologue, vu que les données sont très conflictuelles, nos recommandations, c'est vraiment qu'on ne les recommande pas pour un traitement de l'HPP. Donc, est-ce qu'on peut prendre ces produits? Moi, je pense que oui. Si on veut, si on a de l'argent pour acheter ces produits, moi, je pense que ça ne nuit pas en général. Oui, on peut les prendre, mais est-ce que ça va améliorer nos symptômes urinaires? Ça, je ne suis pas certain. Ça se peut chez certains patients, ils vont avoir des résultats. Ça se peut que d'autres, ils ne vont rien avoir. Très bien. J'aimerais ça qu'on passe au volet médicaments, si vous le permettez. Oui. Euh, Deux choses. Il y a les traitements pour l'HBP d'un côté, puis ça, j'aimerais ça que vous en parliez, puis qu'on parle des effets secondaires liés à ces médicaments-là. Puis l'autre volet de la question, c'est ceux qui l'utilisent parce qu'ils ont des cellules cancéreuses, donc ils les utiliseraient en prévention. OK. Vous dites les inhibiteurs de la 5-alpha réductase, hein? Oui, C'est ça que vous c'est dites? ça. OK. C'est ça. Excellent. Donc, en fait, en général, il y a deux types de traitements. Le traitement qu'on appelle les alpha-bloqueurs. Donc, comme on sait que la prostate est formée il y a des cellules musculaires là-dedans, donc c'est vraiment des médicaments, leur but, c'est de relâcher la prostate, diminuer la résistance sur le trajet d'urine. Donc, une fois que la résistance diminue, on va avoir un meilleur passage d'urine. Très important de mentionner, c'est que ces médicaments, c'est comme le Tylenol. Donc, on les prend si on est symptomatique. Donc, si on est symptomatique, on prend ces médicaments à base régulière, ils vont améliorer nos symptômes. Mais une fois qu'on les arrête, leur efficacité va disparaître, OK? C'est sûr que ces médicaments sont associés à des effets secondaires. Entre autres, parmi les effets secondaires, c'est ce qu'on appelle des problèmes d'éjaculation. Donc, le fait de relâcher le muscle de la prostate, donc au moment de l'éjaculation, on ne va pas avoir cette contraction pour chasser le sperme dehors. Donc, c'est un des effets secondaires. Parmi les autres effets secondaires, c'est ce qu'on appelle l'hypotension orthostatique, c'est-à-dire que si on se lève vite, on va sentir que la tête tourne. C'est parce que aussi, ces médicaments sont formés c'est à base de alpha-bloqueurs. Les alpha, ça relaxe les muscles qui peuvent lisses, qu'on appelle, qui peuvent être liés à la pression, au vaisseau, en fait, les muscles des vaisseaux. Donc, c'est pour cela, dans le cas chez les patients qui prennent des médicaments qu'on appelle les alpha-bloqueurs, moi, je les recommande de le prendre avant de se coucher. Comme ça, les effets secondaires vont apparaître surtout quand ils sont endormis, donc ils ne vont pas les sentir vraiment. Parmi les autres effets secondaires, ce qu'on appelle les symptômes d'une congestion nasale, donc ils peuvent avoir des fois le nez qui coule, peuvent avoir une congestion nasale. Donc, ça, c'est les effets secondaires principaux des alpha-bloqueurs. L'autre type de médicaments, ce qu'on appelle les inhibiteurs de la 5-alpha réductase. Donc, l'idée de ces médicaments,
ça inhibe la conversion du testostérone, qui est l'hormone masculine et qui est un des facteurs qui contribue à l'augmentation de la taille de la prostate. Donc, ces médicaments, ils ont besoin plus de temps pour agir. Ils ont un effet plus à long terme de prévenir les complications de l'HBP, entre autres la rétention urinaire. Il y a des études qui montrent qu'ils peuvent diminuer légèrement le risque de cancer de la prostate. Les effets secondaires, en général, liés à ces médicaments sont vraiment sexuels. Donc, 10% des patients peuvent avoir des problèmes de dysfonction érectile, incapables d'avoir une érection, diminution du désir, du libido, et des fois peuvent donner des problèmes au niveau, chez les hommes, des douleurs au niveau des seins. Une question pour vous. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que là, vous avez parlé de 2 catégories de médicaments. Alors, je pense que la première catégorie, on parlait ici de Flomax ou de Oui, Rapaflo. OK. Puis la deuxième catégorie, pour diminuer le volume de la prostate, on parlait un peu plus Oscar, d'Avodart et Avodart. Proscar. OK, parfait. Si on ne répond pas à ces traitements-là, si on ne tolère pas les effets secondaires, c'est quoi notre alternative? Donc, comme je viens de mentionner, c'est vraiment un traitement de qualité de vie. Donc, si nos symptômes ne répondent pas et on est dérangé, l'autre alternative, c'est d'avoir un traitement chirurgical. Et il y a vraiment plusieurs techniques chirurgicales pour traiter l'hyperplasie bénigne de la prostate. Puis à ce moment-là, est-ce qu'un homme peut dire, bon, en raison de tous les effets secondaires, j'aimerais opter pour la chirurgie? Oui, oui. Donc, ça, c'est une des indications de la chirurgie qu'on appelle soit intolérance au traitement médical, soit euh, réfractaire ou résistant au traitement médical. C'est une des indications chirurgicales de traiter l'HBP. En fait, je viens de vous montrer il y a peut-être à la fin, des photos un peu des prostates. Les gens qui ont une prostate qui gonfle d'une façon, au lieu de horizontale, c'est-à-dire elle gonfle d'une façon verticale, d'une façon qu'elle pousse à l'intérieur de la vessie, c'est les hommes qui vont avoir une mauvaise réponse au traitement médical et c'est en général les hommes qui vont être plus satisfaits d'un traitement chirurgical parce que ça démontre en général que la chirurgie, ça va améliorer nettement leurs symptômes urinaires. On a une question d'un patient ici qui dit pourquoi, suite à une opération pour régler justement une HBP, lorsqu'on éjacule, le sperme ne sort même plus, même si on a une éjaculation et une jouissance pareille, il semblerait que le sperme sort avec l'urine. Pourquoi? Ouais. Donc, comme le rôle de la prostate, c'est vraiment euh, l'éjaculation. Donc, nous, une fois qu'on fait une procédure chirurgicale, on gratte la partie centrale de la prostate qui cause l'obstruction sur l'appareil urinaire. Mais une fois qu'on gratte cette partie-là, comme la prostate perd la capacité de contracter pour faire sortir le sperme. Donc, une fois que on a une éjaculation, le sperme, au lieu qu'il sort à l'extérieur, il va aller vers l'envers, ce qu'on appelle une éjaculation rétrograde. Donc, l'éjaculation va aller au niveau de la vessie et à ce moment-là, quand le patient va uriner après le rapport sexuel, il va sortir tous ses spermes. Très important de mentionner que érection, éjaculation et orgasme, c'est 3 choses qui sont complètement différentes. Donc, l'érection n'est pas affectée par une hyperplasie. L'orgasme n'est pas affecté par une hyperplasie de la prostate, mais c'est juste l'éjaculation qui est une des fonctions de la prostate. C'est pour cela qu'on fait un traitement, peuvent être affectés. Si on revient, merci. Si on revient au traitement médicamenteux, est-ce que leur efficacité peut disparaître avec le temps? Est-ce qu'on peut développer une résistance? En fait, on ne développe pas une résistance, mais ce qui est donc la prostate, l'hyperplasie va évoluer avec le temps. Donc, surtout comme je viens de mentionner, c'est comme dans les Flomax, l'Oxatral,
ça ne traite pas la cause de l'hyperplasie, ça agit contre les symptômes. Donc, l'hyperplasie va continuer à évoluer avec le temps. Donc, ça ne va pas dire que les médicaments sont résistants, mais ça veut dire que notre maladie est en train d'évoluer, notre hyperplasie est en train d'évoluer et les médicaments deviennent moins efficaces parce qu'ils ne peuvent pas contribuer à une meilleure amélioration, une meilleure qualité des symptômes urinaires. Très bien. Puis si un patient décide, parce qu'on a eu des appels sur notre ligne 1855, il y a des patients qui voulaient carrément arrêter leur traitement, puis qui nous posaient la question à savoir si j'arrête mon traitement complètement, ça va prendre combien de temps avant que la prostate reprenne du volume? Si j'avais, par exemple, justement, l'avodar, le Proscar, qui diminue le volume de la prostate, ça va prendre combien de temps avant qu'elle reprenne du volume et que je me retrouve avec des symptômes? Bien, en fait, l'efficacité du Lavodar et du Proscar, ça prend 6 mois pour fonctionner. Donc, ça prend quand même quelques mois pour que les symptômes urinaires réapparaissent. Donc, si on arrête le Proscar et le Lavodar, les symptômes urinaires vont apparaître en général, je dirais, aux alentours de 6 mois. OK. Puis je pense qu'à ce moment-là, à partir du moment que la personne veut absolument arrêter ses traitements en raison des effets secondaires, devrait peut-être parler à son neurologue d'une Ouais, chirurgie. ouais, mais s'il est vraiment dérangé, comme je viens d'insister toujours sur la même notion, si sa qualité de vie urinaire est très dérangée, oui, il faut qu'il parle à son neurologue pour une chirurgie. C'est très important. D'accord. On a reçu une question, puis elle est souvent posée. Je sais qu'on a parlé de traitement, mais ça a à voir avec euh, uriner debout ou assis. Alors, il y a des hommes qui disent quand je m'assois, bien, à ce moment-là, je vais vider un peu plus ma vessie, je vais voir plusieurs gouttes sortir, mais quand je le fais debout, si je reste debout, il n'y a absolument rien qui sort. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que… Donc, en fait, l'idée, parce qu'on sait que la vessie fait partie du ventre, de l'abdomen. Donc, quand on est assis, on est plus capable de ce qu'on appelle d'engendrer une pression à l'intérieur du ventre. Donc, c'est comme aller à la selle. Pour aller à la selle, il faut comme pousser d'une façon à augmenter la pression dans le ventre pour faire sortir les selles. C'est exactement le même mécanisme. C'est quand on est assis, on est plus capable d'augmenter la pression à l'intérieur de notre ventre. Donc, la pression qui va augmenter dans notre ventre, il va pousser sur la vessie, elle va contribuer plus d'une façon à vider la vessie d'une façon plus efficace. Très bien. À partir du moment qu'on a une chirurgie, euh, est-ce qu'on va devoir avoir une autre chirurgie quelques années plus tard ou est-ce que ça règle en partie le problème? Donc, en fait, c'est une question qui dépend de plusieurs facteurs, qui dépendent de la technique chirurgicale, qui dépendent de la taille de la prostate. Donc, pour simplifier la question, si, donc, on va dire en général que la taille de la prostate des hommes aux alentours de 50 ans, c'est 30 grammes. Une hyperplasie peut engendrer une augmentation de la taille de la prostate, des fois qui peuvent aller à 100 grammes. Donc, pour traiter une grosse prostate, on a besoin d'une technique chirurgicale qui est vraiment efficace d'enlever toute la partie centrale. Donc, si on pratique une chirurgie qui, en fait, c'est comme une chirurgie par ce qu'on appelle les chirurgies qu'on fait dans le bureau, qui ouvre légèrement le canal, qui ne vont pas enlever la grosse majorité de l'adénome ou de la partie centrale de la prostate. C'est sûr que et si on a de base une grosse prostate, donc c'est sûr qu'une deuxième procédure on peut nécessiter une deuxième procédure au fil du temps. En général, le risque d'avoir une deuxième procédure pour la procédure standard qui s'appelle la RTUP, c'est aux alentours de 4 sur 5 ans. Donc, 4 à 5 sur 5 ans. Donc, ça, c'est une deuxième procédure chirurgicale. Il y a des patients qui nécessitent un traitement médical que aussi on appelle un échec lié à ça. Donc, il y a comme 5 à 10 qui nécessitent un traitement médical.
OK, très bien. Est-ce qu'on procède tout de suite, il nous reste 2 questions. Est-ce qu'on procède tout de suite à une chirurgie après un blocage urinaire dû à une HBP? Est-ce que Ah, c'est ce que vous préconisez? non, donc, quand on a un blocage urinaire qui arrive dans un contexte qu'on appelle spontané, c'est-à-dire dans un contexte que on n'est pas hospitalisé, on n'a pas subi une chirurgie, donc à l'extérieur de l'hôpital, la chance d'avoir un deuxième épisode de rétention urinaire dans 6 mois, c'est environ 50%. C'est qu'il est quand même élevé. Euh, En général, on ne recommande pas de procéder à une chirurgie d'emblée après une première épisode de blocage. Donc, si on prend pas des médicaments, donc à ce moment-là, on va commencer des médicaments pour la prostate. Si on tombe en rétention, on est déjà sur un traitement de l'HVP qui est maximal, qui est comme un Flomax, un Proscar. Donc, à ce moment-là, les chances d'avoir un deuxième épisode, c'est même plus que 50%. Donc, à ce moment-là, moi, je pense qu'un traitement chirurgical peut être recommandé et on peut le faire, il faut le procéder le plus tôt possible. 2 autres questions. C'est quoi la limite de l'augmentation de la prostate? Jusqu'où elle peut aller? Elle peut aller, en fait, moi, je suis un peu spécialisé dans les grosses prostates, donc j'ai mes références, les cas que les patients que j'opère, c'est vraiment des prostates qui sont 3, 4 fois la taille de la normale. Ça existe des prostates qui sont 1 kilogramme. J'ai déjà vu un demi-kilogramme, donc 500 grammes. La taille normale, c'est 30 grammes. Elle peut vraiment augmenter d'une façon énorme, mais ce n'est pas souvent le cas. Très bien. On va revenir à la médication. Une personne nous écrit ici en nous disant est-ce que les symptômes ou les effets des médicaments euh, finalement peuvent occasionner ou donner l'impression d'une fatigue extrême, d'une dépression? Parce qu'il dit, lui, que depuis qu'il est médicamenté, il est obligé de faire une sieste et puis il manque complètement d'énergie chaque jour. Lequel? En fait, les alpha-bloqueurs peuvent des fois donner des symptômes de fatigue. C'est vraiment un effet secondaire qui est quand même très rare associé à ça. On ne voit pas ça souvent. Donc, les alpha-bloqueurs, Flomax, Rapaflo, peuvent des fois. Les inhibiteurs de la 5-alpha réductase, en général, ils ne donnent pas un effet secondaire de fatigue. Donc, oui, ils peuvent, mais ce n'est pas quelque chose de fréquent. Donc, c'est pour cela que moi, je recommande, parce que vu que ce n'est pas un effet secondaire très fréquent, soit d'arrêter le médicament et de voir si l'énergie reprend. Sinon, de demander à son médecin de famille de chercher une autre cause qui peut expliquer la fatigue. Très bien. Écoutez, je regarde l'heure avancée. Là, il est déjà 19h53. Je vais démarrer mon vidéo. Alors, là, vous me voyez. Oui. Je vais juste replacer pour que vous puissiez me voir comme il faut. Juste pour conclure, docteur Meskawi, si vous aviez un conseil à donner aux hommes à Ouais. partir de 50 ans et plus, là, ce serait quoi exactement? Donc, moi, mon conseil, c'est vraiment à partir de 50 ans, il faut, si on a des symptômes urinaires, il faut consulter notre médecin de famille. Pas parce je suis inquiet, juste en fait, l'idée, c'est de se rassurer, de faire une prise de sang, de l'APS pour la prostate. Ça, c'est numéro 1. Deuxième chose, c'est vraiment, il faut rester en forme. Donc, si on fait de l'exercice physique, si on mange d'une façon très équilibrée, on mange une nourriture en santé, en fait, je pense que ça contribue à une amélioration des symptômes urinaires. Et évidemment, il faut boire 2 litres d'eau par jour pour éviter des troubles mictionnels. Oui, c'est très bien. Alors, on arrive à la fin du webinaire. Tout d'abord, votre opinion, évidemment, compte. Alors, lorsque vous allez quitter la web diffusion, quittez pas tout de suite, là, mais lorsque vous allez quitter la web diffusion, vous allez être invité à remplir un sondage. Vous n'aurez qu'à cliquer sur Continuer. Alors, c'est un petit pop-up qui va arriver, là, puis qui va vous demander de continuer. Cliquez là-dessus, ça va vous prendre
1 minute 30 secondes. Puis nous, ça nous donne vraiment un très, très bon coup de main. Deuxième des choses, évidemment, un énorme merci, Dr. Meskaoui. Là, Avec ça a plaisir. été très, très, très intéressant. Je voulais juste indiquer à nos participants que les questions qui sont restées en suspens, à ce moment-là, on va y répondre dès demain. Je sais qu'il y en a une qui touchait peut-être un petit peu plus là, les résultats d'une IRM puis d'un APS élevé. Alors ça, on va l'adresser dès demain. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Et puis, c'était juste pour vous dire que évidemment, on parle de webinaires mensuels, sauf que le mois du cancer de la prostate s'en vient en septembre. Et là, on va avoir des webinaires hebdomadaires, donc un par semaine. Évidemment, là, on vous invite à visiter notre site. On va faire en sorte d'en faire la promotion. Mais le premier webinaire va avoir lieu le 8 septembre de 19h à 20h avec le docteur Peter Vavassis, qui est radio-oncologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Puis lui, il va vraiment adresser les symptômes, les suivis médicaux puis les traitements en temps de COVID. Alors, on va faire un résumé de ça. Puis après ça, on va avoir un thème à chaque semaine subséquente. Alors, encore une fois, ce fut un plaisir de travailler avec vous, Dr. Meskaoui, de vous avoir, vous, les participants avec nous. Et puis, évidemment, ce fut un plaisir pour moi d'animer ce webinaire-là. Puis, je vous souhaite une très, très belle soirée. Puis, merci à tous. Merci Merci. infiniment. Merci beaucoup. Merci.